Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM et sur la télévision True TV. C'est la 4e audience de la semaine consacrée au secteur minier et notamment à ces bisbilles autour de la validation du rapport du Burkina sur la mise en œuvre de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et pour décrypter cette actualité, nous avons convoqué à la barre de ce tribunal Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD, mais également président du collège de la société civile au comité de pilotage de l'ITIE Burkina. Bonjour Monsieur Yen et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Notons que l'ORCAD, c'est l'Organisation pour le renforcement des capacités et le développement, une ONG spécialisée dans le secteur des industries extractives. En plus, bien entendu, vous savez, les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vara sont fidèles sur leur siège pour l'audience de ce jeudi. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Vara. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Bonjour à toutes. Bonjour à tous et à nouveau bienvenue à cette 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui démarre avec la traditionnelle séquence des avant-propos des juges que je convoque à présent. De quoi vont-ils nous parler aujourd'hui, nos chers juges, dans leurs avant-propos? Chut, écoutons tout d'abord Bernard Bougma. Merci, président. Mon avant-propos, c'est au Sénégal où le numéro 2 du PASTEF, donc de Ousmane Sonko, est poursuivi poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, discrédit sur une institution de la République. Et donc, Monsieur Biram Souley, qui a été mis en garde à vue, c'est le numéro 2 pratiquement du PASTEF de Ousmane Sonko. Donc effectivement, quand on suit l'extrait de ses propos à l'encontre du président ivoirien Alassane Ouattara et ce qu'il dit, c'est très fort quand même et c'est beaucoup osé. C'est aussi ça, la galaxie Sonko. Le verbe est haut, il est fort, avec parfois des relents populistes. Sonko a eu l'avantage de bénéficier de la sympathie des membres du clan Ouad, ostracisé par Macky Sall, du clan Khalifa Sall, également stressé par Macky Sall. Et donc, tous ces messieurs-là, leurs militants aussi, ont jeté leur dévolu sur Sonko. Donc, il y a cet avantage-là qu'il a, qui est un capital qu'il faut savoir maintenant canaliser pour faire ce qu'il veut faire. Donc, pour pouvoir se présenter comme candidat et peut-être bénéficier aussi de ses soutiens pour se faire élire. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail de discipline à faire, un travail d'organisation à faire. Je pense que l'Air Macky avait commis l'erreur d'aller jouer sur le terrain de jeu de Sonko et de ses camarades. Mais maintenant, dès que Macky Sall ne sera plus candidat, j'ai dit que pour certains, leur combat, c'est fini. Maintenant, le reste, c'est dans les urnes qui va gagner. Ce n'est plus, pour certains, il fallait coûte que coûte faire en sorte que Macky Sall ne fasse pas un 3e mandat et c'était leur combat. Mais dès lors que ça s'est réglé, il y en a naturellement qui ne vont plus se mêler à quoi que ce soit. En plus de cela, avec les démêlés judiciaires de Ousmane Sonko, est-ce qu'à un moment donné, si ça ne va vraiment pas marcher pour lui, comme on le dit dans le jargon, est-ce qu'il ne faut pas être réaliste et penser alternative? Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Mais ses proches aussi se sont tellement livrés à des invectives, à des relances populistes, qu'ils sont en train de donner également des arguments aux juges, à la justice, pour faire ce que le droit. Et là aussi, vous avez mis mal à l'aise les gens, vous avez diffamé, vous allez répondre. Donc maintenant, c'est là qu'on verra quelle va être la prochaine étape de la stratégie de Ousmane Sonko. Parce que ce qui est réellement reproché au numéro 2, ben c'est vrai, les propos sont durs. Il cite nommément Alassane dans l'extrait, il cite nommément quelqu'un qui veut empoisonner des gens. Donc la réalité, ça c'est clair, et comme on appelle ça. Et j'ai dit maintenant, il y a une autre au niveau du Sénégal, après la sortie de Macky Sall, ça redessine les choses. Donc espérons que tout ceci va se passer dans un
climat de calme, parce que ce qui s'est passé, c'était fort regrettable. Et que le droit soit dit, mais aussi que la vérité soit dite. Que le droit soit dit, nous dit le juge Bernard Bougma, et on écoute à présent le juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner, on va dire, nos intellectuels, comme certains les appeler, et qui très souvent sont critiqués, à tort ou à raison, de ne pas apporter de regard assez suffisant ou de ne pas être... de la dynamique de proposition sur quelquefois des situations qui sont concrètes, qui sont de l'ordre des matières qu'ils maîtrisent et tout. Et mardi, il y avait le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, qui organisait un dialogue démocratique sur les questions très actuelles, sécurité, processus électoral et autres, ce dans quoi donc on va dire nous sommes, et même la façon dont la transition devrait être menée. On a eu droit à, on va dire, des interventions très intéressantes. Il y a le professeur Abdoulaye Soma, il y a eu le professeur aussi Saïdou, il y a eu le docteur Abouaka, voilà, Sango. Des contributions qui sont très intéressantes. Après, ça peut faire le débat. On n'est pas d'accord sur certains points, on est d'accord sur d'autres points, mais au moins, c'est des gens qui viennent, qui partagent leur lecture relativement à certaines situations. Je pense que c'est ce qu'on attend aussi de nos intellectuels. Et c'est intéressant que le CGD, c'est par là que je vais terminer, initie aussi ce genre de cadre et d'autres organisations qui ont cela à charge d'organiser ce genre de cadre-là qui permettent de pouvoir discuter avec beaucoup de hauteur sur des questions de fond. Et quand on regarde souvent ceux qui font le déplacement pour venir écouter, ceux qui sont là, on voit qu'il y a un intérêt clair. Et pour moi, ça c'est un exercice qui est une forte contribution très positive à l'avancée des choses. Une contribution positive à l'avancée des choses. En tout cas, c'était la première articulation de cette audience qui reçoit pour vous Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD et président du collège de la société civile au comité de pilotage de l'ITIE Burkina autour de la validation du rapport du Burkina sur la mise en œuvre de cette ITIE-là justement au Burkina. L'ITIE, il faut le rappeler, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il y a eu quelques bisbilles récemment, n'est-ce pas, Geoffroy Vara? Oui, on a pu l'entendre à travers une interview que notre convoqué du jour même avait réalisée. Nous on s'est dit, quand on dit ITIE, bon, Burkina, ça dépend forcément de l'ITIE international. Donc, comme dans beaucoup d'autres cas, on a l'impression que les principes, l'ordre, l'organisation, la structure, les façons de fonctionner sont dictées depuis. Pas ici, en tout cas. Maintenant, quand on apprend que bon, il peut y avoir bisbille, on se demande comment cela est possible. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, permettons déjà au Burkinabé de comprendre l'ITIE, c'est quoi? L'ITIE, c'est une organisation tripartite, de par sa composition, en ce sens que elle regroupe en son sein des représentants de l'État, de la société civile et des sociétés minières, avec pour mission de travailler à créer les conditions de transparence dans la gouvernance du secteur des industries extractives. Si je prends le cas du Burkina, on se limitera à dire dans le secteur minier. Alors, en ce sens que le secteur minier ou le secteur extractif de façon générale, c'est un secteur d'opacité par excellence. Il est très difficile d'avoir un certain nombre d'informations. C'est une sorte de toile d'araignée même dans le mécanisme de fonctionnement. C'est aussi un secteur corruptogène. Les citoyens ont des difficultés à comprendre et avoir des informations et des données sur la ressource naturelle que le pays exploite. Alors l'ITIE est partie aussi des plaintes des organisations de la société civile qui ne peuvent pas
qui ne pouvaient pas comprendre qu'un pays dispose des ressources naturelles, comme par exemple le pétrole, comme l'or, avec autant de ressources, et que ce soit ces pays-là qui sont paradoxalement pauvres. Donc il fallait créer les conditions de transparence pour comprendre comment on entreprend d'exploiter une ressource, quel est le processus, comment le citoyen s'y implique, comment les données sont divulguées et quels sont les impacts. Donc, étant donné que c'est l'État qui gère les ressources naturelles, donc la gestion des affaires publiques, ce sont les entreprises extractives qui mettent en œuvre ces projets-là et que la société civile fait la veille citoyenne et qu'il y a une sorte de méfiance ou de perte de confiance entre ces trois acteurs. On a voulu les mettre ensemble pour promouvoir cette transparence-là, afin que les citoyens puissent suivre les ressources naturelles qui sont exploitées dans leur pays et surtout veiller pour que la ressource ne soit pas plutôt une malédiction, mais plutôt un levier de développement pour améliorer les conditions de vie des populations défavorables. Voici de façon simplifiée ce qu'on peut dire de l'ITIE. Maintenant, il y a des mécanismes de fonctionnement, bien entendu, à travers des règles que chaque pays qui adhère à l'ITIE doit pouvoir respecter. Et de ce qu'on a, peut-être de mémoire, ce que j'ai compris, c'est que l'adhésion, c'est un processus, hein? Ou bien comment ça se passe? Oui, l'adhésion, c'est un processus. Ça veut dire qu'au départ, il faut manifester le besoin d'y adhérer. Et vous déposez un dossier en bonne et due forme au niveau de l'ITIE international qui suit un processus d'examen. Quand vous déposez, on vous appelle pays candidat. C'est-à-dire que vous avez déposé une candidature pour adhérer à l'ITIE et jusqu'à ce que vous soyez proclamé, j'allais dire, pays membre de l'ITIE. Donc c'est un processus d'adhésion. Une fois que vous avez adhéré, vous commencez maintenant à mettre en œuvre le processus dans votre pays. Bernard Bougman? Oui, effectivement, il y a l'ITIE, c'est vrai. Bon, maintenant, la réalité, c'est que dans l'industrie minière, les acteurs disent que ça ne va pas compte tenu des contextes sécuritaires. Il y a des mines fermées, il y a des menaces de fermeture. Aujourd'hui, la situation est à quel niveau? C'est vrai que vous n'êtes pas dépositaire d'une mine industrielle ou je suis, mais comme vous êtes dans le domaine, la situation, elle est comment aujourd'hui, avec le prisme du regard de l'acteur de la société civile? Non, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Les activités minières se poursuivent. Aujourd'hui, on a encore 12 mines qui sont toujours en activité, donc qui continuent de fonctionner, bien entendu, avec ces difficultés liées à la sécurité, à la situation sécuritaire. Il y a encore des mines qui sont en construction. Il y a des mines qui avaient marqué un arrêt qui sont en train de revenir. La mine de Somita, par exemple, qui avait totalement fermé, vient d'être reprise, mais par une autre société qui n'est pas la société qui était là. Donc, le processus, j'allais dire, l'activité minière se poursuit, mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y a des difficultés quand même, parce que pour certaines mines, l'accès par la voie routière n'est pas facile. Si vous prenez le cas du Sahel, l'accès par la voie routière n'est pas facile. Donc, ceux qui ont des moyens utilisent les vols pour y aller. Donc, la situation n'est pas aussi sereine comme de par le passé avant la question sécuritaire. Mais en même temps, il y en a qui avaient des démêlés judiciaires par rapport à leurs droits qu'ils doivent percevoir parce que mise au chômage technique, je pense que ça va être les travailleurs de INATA. Est-ce que vous avez été formellement saisi et être associé au dénouement aussi de ce problème-là qui oppose les travailleurs surtout que l'État a décidé de l'octroyer à un autorepreneur alors qu'il y avait une procédure judiciaire également qui était en cours. Dès lors qu'il y a une procédure judiciaire avec un avocat qui accompagne, nous on suit comme tout le monde, mais on ne peut plus se saisir
du dossier pour intervenir. Est-ce que les travailleurs vous ont sollicité? Oui, les travailleurs, on se parle, on s'informe. Et quand ils ont des manifestations, parfois, on va pour écouter. Seulement du fait que c'est entre les mains de la justice, nous, nos interventions deviennent limitées en ce moment. Mais ce qu'on peut faire comme plaidoyer, on le fait par d'autres manières. D'accord. Il faut noter par rapport à ce que vous dites, juge Bernard Bougma, qu'une évaluation globale avait été faite par l'ITIE en janvier 2023 sur les cas frappés par le péril terroriste et avait noté que la perte annuelle en termes de quantité produite serait de 10,35 tonnes d'or pour une valeur de 320 milliards de francs CFA, 320,15 milliards de francs CFA. Je parle sous le contrôle d'un spécialiste du domaine, bien entendu. Et la situation devait en outre affecter 2218 employés et causer des pertes de revenus de l'ordre de 28,65 milliards de francs CFA par an. C'est une situation, un tableau général. C'est le point qui a été fait selon mes informations en janvier 2023. Je ne sais pas si ça a évolué. Bernard Bougma, vous continuez sur... Oui, donc moi je récupère votre question puis je la pose à l'invité. Est-ce que cette situation a évolué? Est-ce qu'elle s'est améliorée ou elle s'est dégradée davantage? En termes de recettes? Oui, par rapport aux chiffres qui ont été communiqués, est-ce que les choses ont évolué? C'est un exercice qui ne se fait pas à la volée comme ça. Hein. Okay. Pour faire un exercice pareil, il faut aller à la source, au niveau des services spécialisés qui collectent, qui analysent, qui ont des chiffres officiels, parce que vous pouvez avoir des chiffres bruts, tant que ce n'est pas bien analysé pour dégager les chiffres officiels, il est difficile de dire à la volée comme ça un chiffre du moment. Donc, je n'ai pas fait cet exercice-là avant de venir ici. Il est difficile, il faut également souligner que d'autres flux de revenus pourraient, on avait noté en janvier 2023 que d'autres flux de revenus pourraient également connaître une baisse, notamment les dividendes, les droits de douane, l'impôt sur les sociétés, l'UTS, etc. C'est la 4e audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité qui reçoit Jonas Yen. Jonas Yen est président de l'ORCAD, directeur exécutif de l'ORCAD, directeur des programmes, je me mêle un peu les pinceaux, de l'ORCAD, et président du collège de la société civile au comité de pilotage de l'ITIE Burkina. Et nous parlons justement de cette validation du rapport du Burkina à l'ITIE. Geoffroy Bara. Justement, il est question d'un rapport provisoire qui est arrivé en l'état. Il y a un journal français qui, en tout cas, a donné des lectures de coulisses. Et puis, on a vu ITIE Burkina aussi sortir donner sa part de vérité. Expliquez-nous comment tout cela commence. Le rapport aussi, qu'est-ce que c'est pour qu'on comprenne? On dit qu'il y a une date à laquelle cela vient habituellement. De quoi il retourne dans cette affaire? Le Burkina Faso n'est pas à son premier exercice dans la validation. Périodiquement, il y a cette validation qui se fait. En français facile, c'est une sorte d'examen. Donc une évaluation que l'on fait sur le pays pour voir si le pays respecte les exigences telles que consignées dans ce qu'on appelle la norme ITIE, qui est le référentiel de mise en œuvre de l'ITIE. Et le processus consiste à collecter les informations sur le niveau de mise en œuvre de ces différentes exigences-là, de les apprécier, de produire un rapport provisoire qui est confidentiel, que l'ITIE international transmet au pays évalué, qui l'analyse, qui dispose d'un délai d'1 mois pour apporter les réponses aux commentaires de l'ITIE international. Alors, au bout de ce mois, les réponses du Burkina Faso devraient partir à l'ITIE international. Ce qui s'est passé, c'est que c'est au mois de mars
qu'on devrait avoir notre rapport provisoire. Jusqu'à vers fin mai, on ne l'avait pas encore. Et c'est la première fois que ça arrive. C'était vraiment inhabituel. Bon, donc on avait commencé quand même à se poser des questions. Et en cherchant à comprendre pourquoi cette fois-ci le rapport dure autant. Alors les arguments qu'on nous a donnés, c'est que le rapport était à un stade d'assurance qualité. Alors il faut comprendre par là que d'abord le rapport est fait en anglais, ensuite traduit dans votre langue de travail. Donc ça devait être traduit en français et que les francophones regardent et s'assurent que ça a été fidèlement traduit. C'est la pratique habituelle d'ailleurs. Et malgré tout, ça ne prenait pas autant de temps avant d'arriver. Donc on a cherché à comprendre. Et au fur et à mesure qu'on échangeait avec l'ITIE international, alors il y a des aspects qui revenaient, comme la suspension de RFI, de France 24, des militaires au pouvoir, etc. Alors, de ce que nous connaissons des principes de l'ITIE, nous ne comprenions pas véritablement ces aspects que l'ITIE évoquait. Donc, on a commencé à s'en préoccuper et à comprendre pourquoi l'ITIE rentre sur ces questions. Parce que, comme nous l'avons dit, certes, dans le rapport, il y a une partie consacrée au contexte de mise en œuvre de l'ITIE. Et effectivement, dans ce contexte-là, on peut évoquer la question politique dans laquelle l'ITIE est mise en œuvre, sans chercher à apprécier la gouvernance politique de l'ITIE et du pays. Alors, quand nous avons reçu le rapport provisoire le 7 juin 2023, et quand nous l'avons parcouru, nous étions vraiment étonnés de son contenu et des mots qui ont été utilisés dans ce rapport, comme milice attribuée à nos VDP, comme Burkina, pays anti-occidental. Ça n'a rien vraiment à voir avec les principes de mise en œuvre de l'ITIE. Donc il y a autant de mots vraiment durs à l'encontre du Burkina qui sortent vraiment du rôle de l'ITIE international. Alors c'est vrai qu'on a eu une occasion à Dakar, à l'occasion de la conférence mondiale de l'ITIE, et c'est ça, à cette occasion-là surtout que nous avons vivement protesté sur cette façon de faire qui pour nous, ce n'est pas un rapport technique tel que le veut l'ITIE international, mais ils se sont attardés à apprécier notre gouvernance politique qui sort du rôle de l'ITIE international. Voici d'où est parti, j'allais dire, les bisbilles, mais quand vous lisez le rapport entre les lignes, comme nous l'avons dit, c'est vraiment une guerre par procuration contre le Burkina Faso. Et ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter parce que c'est un mécanisme que nous maîtrisons également. Et ce qui est dit dans le rapport, ce n'est pas ce qui devait être fait. Oui, les appréciations dont vous parlez, qui sortent un peu, selon ce que vous dites, hein, de ce que devrait être le rapport lui-même dans sa consistance. C'est dans la partie contexte ou bien tout le rapport même si c'était dans la partie contexte encore, il y allait avoir moins de discussions entre nous. Parce que comme j'ai dit, on peut dire dans le contexte que le Burkina Faso met en œuvre l'ITIE dans un contexte de 2 coups d'État successifs, etc. Et peut-être indiquer si ce contexte-là a eu un impact négatif dans la mise en œuvre de l'ITIE. Si ça n'a pas eu d'impact négatif, mais on l'évoque quand même, sans avoir besoin de faire des commentaires. S'il y a un impact négatif, l'ITIE effectivement est en droit de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement burkinabé
pour dire, bon, nous constatons que tel aspect est en train d'impacter négativement la mise en œuvre de l'ITIE. On vous recommande de voir dans quelle mesure ces aspects peuvent être améliorés afin que le processus de mise en œuvre puisse se conduire de façon sereine. Mais ils sont allés au-delà du contexte et de façon répétée à chaque niveau sur les questions d'ordre politique. Et c'est ça qui fait le problème. Peut-être dans ma série de questions, je pense que le Burkina n'est pas le premier pays qui a on va dire, je ne vais pas dire des soucis, mais qui a changé en tout cas sa forme de coopération en termes de priorité. Et qui fait que peut-être les Occidentaux ne sont pas forcément les plus... ils sont pas plus à l'aise que par le passé. Ce n'est pas le premier pays. Est-ce qu'ailleurs, ce qui est en train de se passer au Burkina, pour ceux qui ont adhéré à l'ITIE, des choses se sont passées ainsi? Est-ce que vous avez des échos de cela? Ailleurs, je peux citer le Mali. D'accord. Il y a eu la même situation au Mali. Ah, ok. Et d'ailleurs, quand on discutait avec l'ITIE international, ils nous ont dit des pays comme vous et le Mali, qui sont des régimes, ils disent des régimes militaires, bon, il faut qu'on revoie certains aspects. Donc ce que nous avons vécu ici, le Mali également l'a vécu, et peut-être même un peu plus. Donc c'est pas une surprise? Bah, pas du tout, justement. D'accord. Ça vous permet encore de mieux comprendre. Oui, moi, ma question, c'est pourquoi ça? Qui a mis en place l'ITIE? Parce que c'est vrai qu'au début, on a fait connaissance, mais ça m'amène à me poser la question de savoir, finalement, qui sont ceux qui ont mis en place l'ITIE, à telle enseigne qu'effectivement, il y a ces appréciations à forte connotation politique qui ressortent sur un rapport d'une structure qui travaille dans un secteur bien donné et qui n'a rien à voir avec les pouvoirs publics. Et la carte postale. Non, l'ITIE a été mis en œuvre par plusieurs acteurs. Hein. Il y a des pays occidentaux, des pays africains qui, à une rencontre internationale, ont pris des engagements. Maintenant, il appartenait à chaque pays d'y adhérer ou pas. Donc, dans son principe, l'ITIE c'est une bonne structure. Ses règles de fonctionnement sont là également. On peut ne pas être d'accord avec les règles de fonctionnement, comme une loi d'ailleurs, mais en attendant, si vous êtes dedans, vous êtes tenu de respecter ces règles-là. Le problème ici, c'est qu'on est sorti des règles prescrites par l'ITIE pour dire autre chose. Justement. C'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui fait que moi je m'interroge sur les origines de l'ITIE. Qui sont ceux qui l'ont vraiment créé, qui portent l'ITIE et qui sont les financiers? Parce que c'est comme si il y a des acteurs à l'intérieur qui ont aussi des intérêts avec le pouvoir politique. Parce que quand vous dites que c'est un pays anti-occidental et tout, alors qu'on vous demande d'apprécier un travail technique d'un domaine que le domaine minier, qui n'a rien à voir avec le pouvoir en place. Mais c'est comme si c'était une appréciation du pouvoir en place. C'est ça qui suscite ma curiosité par rapport au parrain financier. C'est ce que nous avons dit à l'ITIE de façon crue. L'ITIE international est financé entre autres par la France, qui n'est même pas membre de l'ITIE, comme d'autres pays. Il y a des entreprises minières, pétrolières aussi qui financent l'ITIE international. Il y a des contributions aussi des pays, comme on le fait avec la CEDEAO. Maintenant, ce qui nous a révoltés, c'est de dire, quand vous lisez le rapport, c'est comme si l'ITIE international a pris position pour la France vis-à-vis de son comportement avec le Burkina Faso. Et c'est ce qu'on leur a dit en face. On a dit, votre rapport là, c'est un rapport français. Parce que nous connaissons le mécanisme, on sait comment ça se passe. Et quand vous le lisez, c'est comme s'il y a une influence d'un de leurs partenaires qui est en désamour avec nous et qui trouve là une occasion pour dire, il faut salir le pays, il faut les taper très fort parce que ils nous ont chassés, ils nous ont suspendus,
quand vous lisez le rapport, vous connaissez la situation qu'on a avec la France. On n'a pas besoin de chercher loin pour dire que pendant le processus, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est ça notre et je vous dis qu'on n'a pas fait de la diplomatie avec l'unité internationale. On leur a dit clairement que si vous voulez faire la guerre par procuration pour la France contre le Burkina Faso, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne va pas l'accepter. Vous êtes en train de vous écarter complètement de votre rôle. Voici les bisbilles. Donc les origines, c'est comme notre appartenance à l'ONU. Mais vous savez que sur certaines questions, en fonction de certaines positions, il y a des pays qui prennent le coup. La même chose, vous voyez, c'est que le Mali est en train de vivre avec l'ONU. Donc c'est la même chose. Une fois que vous êtes dedans, c'est à vous de vous battre aussi pour vous défendre. Alors justement, à l'aune de ce que vous venez de dire, juste une question naïve. Est-ce que vous avez les assurances que les versions anglaises et françaises de ce rapport sont identiques? Est-ce que la traduction s'est faite dans les règles de l'art? Puisque vous pointez un peu la France. Est-ce qu'entre-temps, dans la traduction, il y a eu des distorsions? Non. Même si on ne voit pas la version en anglais et puis on lit ce qui est écrit en français, ça nous suffit largement pour comprendre. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Même si on le lit sans comparaison avec la version en anglais, si c'est mal dit, on sait. Si c'est bien dit également, on sait. Donc le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Ok, nous recevons Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD et président du collège de la société civile au comité de pilotage de l'ITIE Burkina. Bernard Bougman, je vous ai un peu coupé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, on appartient avec des structures dans un domaine donné, mais après, on gratte, on creuse, et on se rend compte que, ce n'est pas aussi ce pourquoi on s'était engagé. Voilà. Maintenant, la question c'est, parce que là, il y a des leçons à tirer. Est-ce que réellement les fondateurs de l'ITIE pensent avoir clair dans les industries extractives, ou bien c'est un autre instrument de domination, même si j'aime pas ça, j'aime pas ce terme-là, je cherche un terme. Voilà. Est-ce que c'est aussi un autre instrument, un autre levier que certains membres de la communauté internationale utilisent comme moyen de pression sur nos pays? Quand vous, après cet épisode-là, et quand vous observez, vous avez l'impression que c'est ça, ou bien c'est seulement quelques membres qui se sont égarés dans la façon de faire la chose? Non, on a tenu à attirer leur attention pour dire que l'ITIE est en train de devenir un instrument, pas seulement de pression, mais aussi de chantage sur les États. Est-ce qu'au début, c'était même pas ce qui est visé, même si ça n'a pas été expressément dit? C'est vrai qu'on ne pouvait pas le dire expressément parce que ce n'était pas ça l'objectif, mais vous connaissez les institutions internationales et vous connaissez aussi la faiblesse de nos États africains. D'abord, ils y adhèrent sans maîtriser véritablement les enjeux. Une fois qu'ils sont dedans, c'est pour qu'on dise que je suis dedans. S'il y a des avantages au niveau international, j'en bénéficie. Au fur et à mesure que les choses avancent, ils ne font pas des analyses approfondies pour voir vraiment le vrai contenu, est-ce que ça m'arrange. On suit seulement parce qu'il faut être dans une institution internationale. Donc, sachant que nous n'avons pas la capacité d'opposition, donc au fur et à mesure, les choses peuvent effectivement vous échapper et ça commence à devenir autre chose. Et c'est comme ça qu'on utilise des instruments internationaux pour régler d'autres problèmes que des problèmes de départ pour lesquels ils ont été créés. Donc, une fois que quelque chose est maîtrisé au niveau international, il devient difficile pour nos États qui sont incapables de dire non, de la maîtriser. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est pourquoi nous disons non. Nous ne pouvons pas accepter. Restons dans notre rôle. Si vous voulez transformer ça un jour en autre chose, en ce moment, si les acteurs qui sont actuellement dedans
sont d'accord pour vous accompagner dans ce sens, oui. S'ils ne sont pas d'accord, ils disent non, nous ne sommes pas partants pour cette façon de voir. Donc, en fait, c'est ça. Ce que vous dites, c'est tout à fait ça, parce que en cours de route, la manipulation peut s'installer et puis ça commence à devenir autre chose. C'est pourquoi nous disons, il faut leur dire tout de suite que le virement que c'est en train de prendre, si ça passe avec le Burkina, ça va passer demain avec d'autres pays et l'ITIE va devenir autre chose. D'accord. Une question liée à ça. Bon, personnellement, j'ai fait le commentaire que j'ai l'impression que c'est un instrument du soft power beaucoup plus utilisé en diplomatie à d'autres fins, même si les apparences montrent tout autre chose. Mais la question, c'est les autres États africains. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à une telle situation qui concerne le Burkina et le Mali, mais comme vous l'avez dit, ça peut également toucher notre pays un jour. Qu'est-ce que les autres États africains ou pas ont dit d'une telle situation par rapport à ce qui est arrivé au Burkina sur ce rapport? Non, au Burkina, je n'ai pas encore entendu une réaction d'un État par rapport à ce qui est arrivé Non, les représentants qui étaient à la rencontre avec vous, quand vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec ce virage opéré par l'ITIE, qu'est-ce que les autres ont dit? Les autres pays? Oui. Non, ça c'était une rencontre, j'allais dire, bilatérale entre une délégation de l'ITIE internationale et une délégation du Burkina Faso. Il n'y avait pas d'autres membres d'autres pays avec nous. Parce que c'est l'ITIE internationale qui nous avait proposé une rencontre à partir du moment où on avait soulevé des préoccupations même avant d'aller à Dakar. Ils ont trouvé que c'était l'occasion pour qu'on en parle. Donc, à cette occasion, effectivement, la délégation du Burkina, donc des représentants de la délégation du Burkina et également du côté de l'ITIE internationale, on s'est retrouvés pour en parler. Mais il n'y avait pas d'autres pays. Donc un échange à huis clos. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Geoffroy Bara. Oui, mais moi, il y a beaucoup de questions qui me taraudent l'esprit quand je regarde. C'est aujourd'hui qu'on a conscience que c'est un instrument qui pourrait être qui pourrait être utilisé par X ou Y. Est-ce que aujourd'hui on s'en rend compte? Parce que quand je regarde, c'est comme la plupart des grandes dynamiques auxquelles on adhère. On sait comment ça fonctionne après. Quand vous prenez l'ITIE, le financement c'est comment? Je pense qu'il y a, vous avez parlé de donateurs, on parle d'un EGPS, pas un fonds fiduciaire, derrière lequel il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne en tant que bras technique et financier, donc la Commission de l'Union européenne. Donc je me demande si ça là, on peut être surpris d'être dans des problèmes avec certains des pays de cette Union européenne et puis dire que ça ne peut pas avoir il n'y aura pas une onde de choc. Pour moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être surpris outre mesure. Pour moi, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait relativement à cela. On a adhéré de façon libre. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est de quitter? C'est la question que je pose. Non, il ne faut pas voir ça comme ça pour le moment. Je pense qu'on peut considérer ça comme un incident de parcours. Je pense que chacun va tirer les leçons de part et d'autre. Le processus se poursuit normalement. Le processus de validation, ce n'est pas encore terminé. Nous, on va envoyer nos éléments de réponse. L'idée, ce n'est pas de dire oui, on s'en va tout de suite et maintenant. Sauf si ça continue de cette façon. Mais ça, il reviendra au gouvernement d'en décider. Mais sinon, on considère que c'est un incident de parcours, que chacun va tirer les leçons. Ça va se poursuivre. Mais ce que vous dites, c'est vrai parce que nos États sont difficiles à convaincre quand ils sont dans une institution internationale. Qu'attention, derrière ça, il y a ça. Tant qu'ils ne vivent pas la réalité, ils ne croient pas. Donc même si on leur avait dit que l'ITIE est là, derrière l'ITIE, il y a autre chose, je ne dis pas que c'est le cas, c'est un exemple que je donne, c'est pas évident qu'ils croient en ça. Jusqu'à ce qu'ils découvrent effectivement que ce que vous aviez dit là, c'est vrai. Donc c'est exactement ça dans beaucoup d'institutions internationales. C'est le cas. Une fois qu'on a adhéré,
on s'est dit, bon, peut-être que ça va nous faciliter la mobilisation des ressources au niveau international. Bon, c'est ça qui est la grande préoccupation. On ne cherche pas à analyser de façon approfondie. Si tout le pays entier qu'on a engagé dans ça, est-ce qu'on avance sereinement, sans risque de se retrouver demain avec une situation peut-être déplorable ou même dramatique pour le pays? Généralement, nos États africains ne font pas ces analyses-là. Et comme vous savez, ce n'est un secret pour personne, nous sommes très influençables. C'est pourquoi d'ailleurs, avec l'attitude que nous avons aujourd'hui, bon, ils ne comprennent pas qu'un État africain comme le Burkina puisse avoir certain courage. Donc il faut peut-être décourager ça le plus rapidement possible. Sinon, bon, rassurez-vous, je me dis que l'objectif, ce n'est pas de quitter, mais c'est de se dire la vérité. L'ITIE international, il y a un conseil d'administration. Oui. C'est qui compose ce conseil d'administration? Le conseil d'administration, il y a les 3 entités dedans. Donc, il y a les États, il y a les sociétés minières, il y a la société civile. Donc, nous aussi, nous avons des représentants au niveau du conseil d'administration. Donc, nous avons des représentants que nous désignons qui nous représentent. Il y a des représentants, par exemple, comme on ne peut pas prendre tous les pays, c'est pas par pays. Si par exemple, le représentant qui couvre le Burkina est un Sénégalais ou un Malien, donc c'est avec lui qu'on travaille. De la même chose que la société civile. Si notre représentant au niveau du conseil d'administration est un Béninois ou un Togolais, donc c'est avec eux qu'on discute quand il y a ces questions. Ce que je dois préciser, c'est que le dossier là même n'est pas encore arrivé au conseil d'administration de l'ITIE. Parce que c'est le conseil d'administration qui donne la décision finale. C'est comme au niveau d'un ministère, il y a une équipe qui élabore le rapport provisoire. Et quand ils finissent leur travail, ils passent à une autre équipe qui regarde du point de vue technique et autres et qui le finalise avec les États avant de l'envoyer maintenant au conseil d'administration. Donc, comme le ministère, ensuite, on envoie en conseil des ministres et le conseil des ministres envoie le dossier à l'Assemblée nationale. Donc, je caricature ça pour que vous compreniez. Donc, on a passé la première phase, comme au ministère. La deuxième phase, c'est au niveau du conseil des ministres. La dernière phase, c'est l'Assemblée nationale, donc qui correspond ici au conseil d'administration. Là où le problème s'est posé, c'est au niveau du conseil des ministres. C'est là-bas que le rapport qui nous a été envoyé, c'est leur mouture qui pose problème. D'accord. Donc, c'est quand on va franchir ça maintenant, que ça va aller au niveau du conseil d'administration, qui va maintenant apprécier officiellement le niveau de mise en œuvre de l'ITIE international. Parce qu'il y a des points qui sont attribués. Selon que vous avez mis en œuvre, vous avez par exemple très bien mis en œuvre les exigences qui sont contenues dans la norme ITIE, au point même que vous avez dépassé, parce que ça peut arriver, vous êtes noté sur 100 points. Alors, si vous avez très bien respecté ça, comme il se doit, vous êtes noté sur 90 points. Si vous avez en partie respecté, vous êtes noté sur 60 points. Alors maintenant, si en grande partie, 60 points, si c'est partiellement, c'est 30 points. Si on sent que vous n'avez pas bougé du tout, vous avez 0 point. Donc c'est ça maintenant que l'on additionne pour voir quelle est votre moyenne sur 100 à la fin. Et le conseil d'administration apprécie pour dire, en tout cas, le Burkina Faso passe, j'allais dire, en classe supérieure au regard de ses efforts dans la mise en œuvre de l'ITIE, ou bien on vous demande d'améliorer certains aspects pour la validation prochaine.
Donc, on n'est pas encore au niveau du conseil d'administration. Peut-être même qu'actuellement, le conseil d'administration est surpris de ce qui est en train de se passer avec le Burkina Faso. Mais vous me disiez qu'il y avait aussi le cas malien. C'est de la même période ou bien pour les Maliens ça s'est passé un peu avant? C'est la même période. C'est la même période. Est-ce que dans votre dynamique, parce que tout à l'heure Bernard demandait, que disent les autres pays? Bon, moi je ne suis pas trop dans ces façons de voir là. Est-ce que ceux qui sont au moins lésés, Burkina comme Mali, vous discutez pour aller ensemble sur ce que vous pensez être un écart? Non, c'est vrai qu'on se parle avec les Maliens. Nous, on sait ce qui s'est passé également au Mali. Mais c'est que les choses sont de telle sorte que du point de vue de défense des rapports, ce n'est pas les mêmes récriminations. Okay. Ce n'est pas le même niveau de respect des exigences. Donc, c'est difficile. Maintenant, c'est de voir dans quelle mesure l'ITIE reste dans son rôle. Et non cherche à léser des pays parce qu'il y a certaines considérations. C'est vrai que ce qu'il demandait, c'était pour voir si les autres pays étaient dans la discussion qu'on a eue avec l'ITIE international au niveau de Dakar. J'ai répondu à ça. Mais de ce que je sais, même si ce n'est pas officiel, je sais qu'il y a des pays qui murmurent. Il y a des pays qui murmurent sur la façon de faire de l'ITIE. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à revoir dans ce mécanisme-là. On parle de l'ITIE et Bernard Bougma va intervenir, mais vous avez parlé de pays qui sont membres donc, de l'ITIE, qui forment avec d'autres entités le conseil d'administration. Il y a combien de pays membres? Je pense qu'actuellement, il doit y avoir une cinquantaine. Une cinquantaine de pays. Oui, Bernard Bougma. Oui, effectivement, dans votre réponse, j'ai compris que ce n'était pas lors d'une plénière, c'était une rencontre restreinte entre le Burkina et puis certainement celui qui représente notre zone. Voilà, j'ai posé la question en lien avec les autres États parce que tout simplement, quand le parrain financier n'est même pas membre, alors qu'il est en même temps aussi le parrain colonial d'une structure et votre pays a maille à partir avec ce pays et que je suis curieux de savoir que disent également les autres pays. J'ai dit parce que si nous sommes ensemble dans une association et qu'à un moment donné quelqu'un est en train de l'utiliser à d'autres fins, il n'est pas seulement du devoir d'un seul membre de s'inquiéter. C'est aussi des autres de dire, mais attention, notre association n'avait pas pour objectif de ceci, mais de cela, mais nous devons aller dans telle direction. Et si on laisse un seul membre, parce que c'est pour le moment lui, et les autres ne disent rien, à un moment donné, ça va venir. Donc, c'est de faire en sorte que, même s'il n'y a pas eu un coup d'état chez vous, même s'il n'y a pas eu ceci chez vous, qu'au moins l'instrument, si c'est un instrument qui est au service de quoi que ce soit, que ça reste dans de telles proportions pour garantir la neutralité, pour garantir une certaine crédibilité de la structure. Et en même temps, il y va aussi de la crédibilité des membres de cette même structure. C'est pourquoi j'étais curieux de savoir, est-ce que les autres pays aussi ont trouvé à redire que, attention, notre instrument commun est en train de prendre une direction qui n'est pas sa direction. C'est de ça que je parle, et ça c'est un élément qui est important à souligner. Maintenant, quand votre rapport n'est pas validé, quelles sont les conséquences? Non, il n'y a pas de conséquences en tant que telles. On va vous donner un délai, puisqu'on veut vous amener à respecter les exigences. On va vous donner un délai pour dire, dans un délai temps, il faut fournir beaucoup plus d'efforts pour remplir ces exigences-là. Sauf que si vous refusez de faire des efforts, à un moment donné, on sera obligé de vous suspendre carrément de l'ITIE international. Okay. Et peut-être si ça devient dramatique, on peut vous radier. Okay. Mais est-ce qu'il y a des avantages à avoir quand on a des bons points aussi? Oui, les avantages, on peut le dire, oui. Parce que, comme on le disait tantôt, ce sont des outils que les partenaires utilisent pour faire du chantage aux États. On va vous dire, bon, le rapport dit que dans votre pays, là, il n'y a pas de transparence, les citoyens ne sont pas satisfaits. Bon, on avait prévu, par exemple, un appui budgétaire pour vous. Bon, vous savez, on ne pourra plus faire ça. Bon, il faut créer les conditions de bonne gouvernance. Bon, donc, c'est ça qui fait d'ailleurs que ce que vous dites là, et vous le savez très bien,
que les pays africains ne sont pas dans cette dynamique-là de se défendre mutuellement. La preuve, le cas du terrorisme est là. Chacun se bat tout seul jusqu'à ce que le tour de l'autre arrive. Donc c'est la même situation. C'est pourquoi j'ai dit, je sais qu'il y a des pays qui murmurent, mais qui ne disent rien. Et qui certainement ne vont jamais rien dire. Jusqu'à ce que leur tour aussi arrive, ils vont appeler le Burkina pour dire, bon, vous voyez ce que l'Éthiopie nous a fait là. Alors que quand on nous avait fait, ils n'avaient rien dit. Or, l'idéal, c'était de dire, attention, allons ensemble pour leur dire, restons dans notre rôle. Donc, quoi qu'on dise, il y a des avantages si vous êtes bien apprécié, mais ce n'est pas une raison pour chercher à, j'allais dire, à faire du chantage à des États. Non, et ça je refuse. Pas de préoccupation, Geoffroy Vara, on est en fin d'émission. Oui, on est en fin d'émission, c'est vrai. Ben, moi, en fait, on n'est pas surpris. Ça, c'est un. Quand j'écoute l'Éthiopie Burkina, on n'est pas surpris. On sait que ça peut être un instrument aux mains, parce que j'ai dit, quand vous regardez ceux qui sont les bras financiers et techniques, c'est la Commission européenne. Donc, j'ai des choses qui ne peuvent pas surprendre. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que aussi on pleurniche. Bon, c'est on va laisser ça, donc, ça aussi c'est un peu c'est pas pourquoi j'avais posé la question. Ok, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Jonas, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pourquoi j'avais dit ça. J'ai dit, c'est pas qu'on est surpris. Nous disons que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, s'ils ont l'occasion de nous torpiller, ils vont le faire. C'est pour ça qu'il faut taper du poing sur la table. Voilà, nous aussi, il faut qu'on se prépare à se défendre. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on doit dire des choses qui ne sont pas normales ou qui ne sont pas vraies. Restons, si on nous avait donné un point en termes de notation et que du point de vue technique, c'est un point qu'on méritait, nous on n'a pas de problème. C'est à nous de travailler à fournir plus d'efforts pour avoir de bonnes notes. Mais quand on nous donne un point, parce qu'on ne s'entend pas avec un de leurs partenaires, ça nous refusons. On le refuse et c'est ça qui pose. Mais c'est juste. C'est ça qui pose. S'ils ont l'occasion, ils vont nous taper. C'est pas un combat MMA, c'est un combat de rue. Nous ne sommes pas surpris de la gifle qui vient. Non, c'est clair. Parce qu'on savait que l'arbitre avait eux. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que. Non, tu as parfaitement raison. Alors, le temps qui nous est imparti pour cette audience est à son terme, M. Yen. Le temps est arrivé à son terme et nous concluons donc cette 4e audience du tribunal de l'actualité consacrée à la validation du rapport sur la mise en œuvre de l'ITIE au Burkina. Jonas Yen était là, c'est le directeur exécutif de l'ORCAD. Il est programme. Vous perdez toujours. Le directeur des programmes de l'ORCAD et président du collège de la société civile au comité de pilotage de l'ITIE Burkina. Merci M. Yen d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Et merci au juge Bernard Bougman, merci. Merci Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truc TV pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à toutes nos forces combattantes et notez bien que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais que personne ne peut être ce que vous êtes. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.